Je m'appelle Jean Dubois et j'ai aujourd'hui 61 ans. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a 3 ans, lors d'une matinée de novembre qui avait débuté comme un mardi des plus ordinaires. J'étais assis dans ma banquette d'angle habituelle, au bistrot du coin, cet établissement chaleureux où je prenais mon café matinal depuis près d'une décennie. C'était mon sanctuaire, mon point de départ avant de plonger dans les complexités de la journée. J'avais bâti mon cabinet de conseil à partir de rien, une aventure commencée au début de ma trentaine après avoir gravi péniblement les échelons de diverses grandes entreprises. J'étais l'archétype de l'homme qui s'était fait tout seul, une histoire que je me racontais avec une certaine fierté. Au moment où se situe ce récit, j'avais bien réussi. Très bien, pour être tout à fait honnête. J'avais la belle maison de campagne, le portefeuille d'investissement conséquent, les voyages en première classe et les séjours dans des hôtels de luxe. Ma vie était une succession de réussites matérielles, une forteresse de confort que j'avais érigée brique par brique. Mais quelque part en chemin, dans cette quête effrénée du succès, je m'étais isolé. Mon mariage s'était terminé 15 ans plus tôt, une séparation civilisée mais qui avait laissé un vide immense. Mes 2 fils, désormais adultes, vivaient aux antipodes, l'un à New York, l'autre à Singapour, absorbés par leur propre carrière, leur propre famille. Je les voyais peut-être 2 fois par an, si la chance me souriait, lors de visites convenues qui ressemblaient plus à des réunions de conseil d'administration qu'à des retrouvailles familiales. Ainsi, la plupart des matins, je me retrouvais seul dans ce bistrot, parcourant les nouvelles financières sur ma tablette, sirotant un bon café serré, sans véritablement établir de contact avec le monde qui m'entourait. Les serveurs connaissaient ma commande par cœur, serré, comme d'habitude, Monsieur Dubois, mais nos échanges dépassaient rarement ces politesses fonctionnelles. J'étais devenu l'un de ces hommes qui vivent dans leur propre bulle, un satellite en orbite autour de son propre univers, à peine conscient de la rotation du monde extérieur. Ce matin-là, la pluie cinglait les grandes baies vitrées du bistrot, dessinant des arabesques liquides contre le ciel gris de novembre. L'intérieur dégageait cette atmosphère chaude et douillette, une odeur de café fraîchement moulu et de croissant au beurre qui vous rendait reconnaissant d'être à l'abri. Je relisais les clauses d'un contrat pour un client important, fronçant les sourcils devant un paragraphe particulièrement retors, lorsque je sentis une petite présence près de ma table. Une présence si discrète qu'elle était presque imperceptible. Je levai les yeux de mon écran et découvris une petite fille debout à mes côtés. Elle devait avoir 5 ou 6 ans. Ses cheveux blonds étaient sagement tirés en 2 nattes, attachés par des rubans roses. Elle portait une veste beige sur une robe rouge vif, et ses baskets roses étaient maculées de la boue du dehors. Mais ce qui capta le plus mon attention, ce fut ce qu'elle tenait serré contre elle, un lapin en peluche qui avait manifestement connu des jours meilleurs. Une de ses oreilles en tissu pendait lamentablement, retenue par un simple fil, et de la bourse échappait d'une couture éventrée le long de son flanc. Il avait l'air d'un soldat blessé revenant du front. « Monsieur, dit-elle d'une voix fluette, un souffle à peine audible dans le brouhaha du café, vous pouvez réparer mon jouet ?» Mon premier réflexe fut de chercher des yeux un parent, un tuteur. Mon regard balaya la salle et s'arrêta sur une femme assise à une table près de la fenêtre. La trentaine, le visage marqué par une fatigue qui semblait profonde, elle nous observait avec une expression où se mêlaient l'espoir et l'épuisement. Elle m'adressa un regard d'excuse, un haussement d'épaules impuissant, mais ne rappela pas l'enfant. Mon attention revint sur la petite fille. Je m'efforçai d'adoucir ma voix, de ne pas la brusquer. « Je ne suis pas certain d'être la bonne personne, ma petite, dis-je. Je ne m'y connais pas vraiment en réparation d'animaux en peluche. » Ses yeux bleus, d'un bleu intense comme le ciel après l'orage, s'emplirent de larmes, mais elle les refoula courageusement en clignant des paupières. « S'il vous plaît, monsieur, insista-t-elle, et sa voix se brisa légèrement. C'était notre dernier cadeau de papa. Quelque chose dans ses mots, dans la façon dont elle avait utilisé l'imparfait, c'était, me figea sur place. Le poids de cette simple phrase était immense. J'éteignis l'écran de ma tablette et la posai sur la banquette. Je la regardai plus attentivement. Que lui est-il arrivé, à ton lapin? Demandai-je, ma voix plus douce cette fois. Il s'appelle Flopsy, dit-elle en le soulevant pour que je puisse mieux voir l'étendue des dégâts. C'est mon papa qui nous l'a donné, à ma sœur et à moi, avant de monter au ciel. Chloé n'a que 3 ans, elle ne comprend pas qu'il faut faire attention à lui. Elle a tiré sur son oreille quand on jouait hier, et maintenant il se déchire. Elle prononça ces mots avec un sérieux déconcertant, une préoccupation d'adulte pour la compréhension de sa petite sœur.
Cet enfant avait appris la perte bien trop tôt, et cela transparaissait dans chaque syllabe. « Comment t'appelles-tu » demandai-je. « Manon, répondit-elle. Et c'est ma maman, là-bas. Elle essaie de trouver du travail. Elle a des entretiens d'embauche toute la matinée. La dame du bureau a dit qu'on pouvait attendre ici si on était sage. » Je jetai un nouveau coup d'œil à la femme près de la fenêtre. En y regardant de plus près, je vis qu'elle portait ce qui était sans doute sa plus belle tenue, bien qu'elle fût un peu usée. Un dossier rempli de papiers était posé devant elle, et elle prenait des notes, vérifiant sa montre à intervalles réguliers. Elle avait l'air épuisée d'une manière qui allait bien au-delà d'un simple manque de sommeil, c'était une lassitude de l'âme. « Eh bien, Manon, dis-je, m'étonnant moi-même de mes propres paroles, je ne peux pas réparer Flopsy moi-même, mais je connais peut-être quelqu'un qui le peut. Il y a un atelier de couture à 2 rues d'ici. Si ta maman est d'accord, nous pourrions peut-être l'y emmener. » Le visage de Manon s'illumina d'un espoir si pur, si intense, que cela me fit presque mal de le regarder. Quand avais-je vu quelqu'un me regarder de la sorte pour la dernière fois? Quand avais-je offert mon aide à quelqu'un sans rien attendre en retour? Manon courut vers sa mère, et je les vis échanger quelques mots à voix basse. La femme me regarda avec une méfiance compréhensible. J'étais un étranger en costume coûteux proposant d'aider sa fille. Je comprenais sa prudence. Mais après un instant, elle rassembla ses papiers et s'approcha de ma table, tenant Manon par la main et portant dans ses bras une autre petite fille, plus jeune, qui devait être Chloé. « Je suis Valérie Martin, dit-elle en tendant la main. Je suis désolée si Manon vous a dérangé. Elle est si inquiète pour ce lapin. » Pas le moindre dérangement, répondis-je en me levant pour lui serrer la main. Je suis Jean Dubois. Je disais justement à Manon qu'il y a un atelier de couture tout près qui pourrait sans doute réparer Flopsy. Je serais heureux de vous y conduire si vous avez le temps. Valérie hésita, jetant un coup d'œil inquiet à sa montre. J'ai un entretien d'embauche dans 40 minutes à l'autre bout de la ville. Je ne peux vraiment pas me permettre de le manquer. Alors laissez-moi emmener Manon, proposai-je, puis j'ajoutai rapidement en voyant son expression se durcir, ou bien, venez avec nous rapidement et je vous conduirai à votre entretien ensuite. J'ai ma voiture juste devant, et la couturière est au coin de la rue. C'était une offre audacieuse, peut-être trop, mais quelque chose dans cette petite famille avait touché une corde sensible en moi, une corde qui n'avait pas vibré depuis bien longtemps. Valérie étudia mon visage, pesant clairement le pour et le contre, ses options et son instinct. « Pourquoi feriez-vous ça » demanda-t-elle sans détour. « Vous ne nous connaissez pas. » La question était juste. Honnêtement, je n'en suis pas tout à fait sûr, avouai-je. Mais votre fille m'a demandé de l'aide, et je pense que je peux la lui apporter. Parfois, c'est une raison suffisante. Après un autre long moment de silence, Valérie hocha la tête. D'accord. Mais nous y allons tous ensemble. L'atelier de couture était tenu par une femme âgée nommée Monique Laurent, qui rapiéçait les vêtements du quartier depuis 40 ans. Sa boutique était minuscule, un capharnaüm charmant de bobines de fil, de tissus et de patrons en papier. Elle jeta un regard à Flopsy, puis au visage anxieux de Manon, et sourit chaleureusement. « C'est un lapin très spécial, celui-là, dit Madame Laurent. Je vois qu'il a besoin d'un travail soigné. Peux-tu me le laisser quelques heures? Je te promets que j'en prendrai grand soin. » Manon parut déchirée, serrant Flopsy plus fort contre elle. Valérie s'agenouilla à côté de sa fille. « Tu te souviens de ce qu'on a dit, mon cœur? Parfois, il faut laisser partir les choses un petit moment pour qu'elles soient réparées. Flopsy sera en sécurité ici. Est-ce que ça va lui faire mal? Demanda Manon à Madame Laurent avec le plus grand sérieux. La réparation? Pas du tout, l'assura la couturière. Il ne sentira rien. Et quand tu reviendras, il sera presque comme neuf. À contre-cœur, Manon tendit le lapin. Je payai Madame Laurent pour la réparation, ignorant les protestations de Valérie. Considérez cela comme un cadeau, dis-je. Maintenant, il faut que je vous dépose à votre entretien. Ma vieille Citroën 2CV, un modèle de collection que j'entretenais avec amour, démarra dans son bruit caractéristique. Valérie s'assit à l'avant, tandis que les filles étaient bouclées à l'arrière. La petite Chloé se mit à babiller sur ses jouets et la pluie, mais Manon resta silencieuse, visiblement préoccupée par le sort de Flopsy. Où allons-nous?
demandai-je à Valérie. Elle me donna l'adresse d'un immeuble de bureaux en centre-ville. Tandis que je conduisais, elle commença peu à peu à me raconter son histoire. Son mari, Stéphane, était pompier. Il y a 3 ans, il était mort en service, en sauvant des gens d'un immeuble en flammes. Valérie s'était retrouvée seule avec 2 petites filles, une assurance vie qui s'était lentement épuisée et une montagne de factures médicales des derniers jours de Stéphane à l'hôpital. J'ai enchaîné les petits boulots à temps partiel, dit-elle doucement, mais avec les frais de garde, ça ne vaut presque pas le coup. J'essaie de trouver quelque chose avec de meilleurs horaires et des avantages, quelque chose qui me permettra de subvenir correctement aux besoins des filles. Quel genre de poste recherchez-vous? Assistante administrative, chef de bureau. N'importe quoi, en fait. J'ai un diplôme en gestion des entreprises, mais je n'ai pas travaillé dans ce domaine depuis la naissance de Manon. La plupart des employeurs veulent une expérience récente. Je réfléchis à cela en conduisant. Voilà une femme instruite, manifestement intelligente, qui se débattait non pas par manque de compétences, mais parce que la vie lui avait distribué une main incroyablement difficile. Combien d'autres étaient dans la même situation? Nous arrivâmes devant l'immeuble avec 10 minutes d'avance. Valérie me remercia profusément et commença à sortir, puis s'arrêta. Est-ce que ça vous dérangerait? Est-ce que ça vous dérangerait d'attendre avec les filles, juste le temps de l'entretien? Je sais que c'est beaucoup demandé, mais je n'ai personne d'autre et je ne peux pas les emmener avec moi. C'était en effet beaucoup demandé. J'avais des réunions prévues, des appels à passer. Mais en regardant son visage où se lisaient le désespoir et l'espoir, je me surpris à hocher la tête. Bien sûr. Nous serons là quand vous aurez terminé. Pendant l'heure qui suivit, je restai assis dans ma voiture avec 2 petites filles que j'avais rencontrées moins de 2 heures auparavant. Chloé s'endormit presque aussitôt, épuisée par leur matinée mouvementée. Mais Manon resta éveillée, le regard perdu dans les rues mouillées. « Vous croyez que maman aura le travail ?» demanda-t-elle. « Je l'espère, dis-je honnêtement. »« Elle est très intelligente, » ajouta Manon avec loyauté. « Et elle travaille très dur. Elle est restée debout toute la nuit pour s'entraîner à ce qu'elle allait dire. Je suis sûr qu'elle s'en sortira très bien, la rassurai-je. « Vous avez des enfants, monsieur ?» demanda Manon. « J'ai 2 fils. Mais ils sont grands maintenant. Ils habitent très loin. Est-ce que vous les regrettez? Do you miss them? In the sense of longing regret, la simplicité de la question me frappa plus durement qu'elle n'aurait dû. Est-ce que je les regrettais? Je les voyais si rarement que leur absence était devenue une douleur sourde et constante que j'avais appris à ignorer. Oui, dis-je, la voix étranglée par une émotion inattendue. Oui, c'est le cas. Peut-être que vous devriez leur dire, dit Manon avec la sagesse des enfants. Mon papa disait toujours que l'amour n'est pas de l'amour si on ne le partage pas. La vérité sort de la bouche des enfants. Cette petite fille, qui avait perdu son père, comprenait quelque chose que j'avais oublié quelque part sur le chemin de la réussite. Quand Valérie sortit enfin de l'immeuble, je pus lire la déception sur son visage avant même qu'elle n'atteigne la voiture. Elle se laissa glisser sur le siège passager et poussa un long soupir. « Ils ont choisi quelqu'un avec une expérience plus récente, » dit-elle d'une voix soigneusement maîtrisée. « Ils ont été très corrects, mais la réponse est non. » Je ne dis rien pendant un moment. Puis, me surprenant une fois de plus, je demandai, « Est-ce que vous et les filles aimeriez déjeuner quelque part? » C'est moi qui invite. C'est la moindre des choses après que vous ayez passé votre matinée avec un inconnu. Valérie sembla vouloir refuser, sa fierté luttant contre le pragmatisme. Finalement, elle acquiesça. Ce serait gentil. Merci. Nous allâmes dans un restaurant familial, sans prétention mais propre et accueillant. Chloé se réveilla et fut ravie par son gratin de pâtes. Manon, quant à elle, mangea ses aiguillettes de poulet pané avec application, toujours soucieuse pour Flopsy. Pendant le déjeuner, j'en appris davantage sur la situation de Valérie. Elle avait 2 mois de loyer de retard. La voiture qu'elle conduisait avait rendu l'âme la semaine dernière, c'est pourquoi elles avaient pris le bus ce matin-là. Elle postulait à n'importe quel emploi susceptible d'offrir une stabilité à ses filles. « Je ne cherche pas la charité, dit-elle fermement. J'ai juste besoin d'une chance. Une seule vraie opportunité de prouver ce que je peux faire. » Une idée commençait à germer dans mon esprit. Une idée qui semblait folle,
mais aussi, d'une certaine manière, absolument juste. Et si je vous disais que je connais peut-être un poste? Dis-je. Mon cabinet de conseil est en pleine croissance, et je songe depuis un moment à embaucher un responsable de bureau, quelqu'un pour gérer les plannings, la communication avec les clients, la paperasse. Ce serait un poste à temps plein, avec des avantages sociaux. Valérie me dévisagea. Vous êtes sérieux? Tout à fait. Je sais que nous venons de nous rencontrer, mais parfois, on peut cerner les gens. Vous êtes organisée, éloquente, clairement responsable, et franchement, quiconque peut gérer 2 jeunes enfants tout en cherchant un emploi et en faisant face à tout ce que vous traversez possède des compétences de gestion multitâche de niveau supérieur. Je ne sais pas quoi dire, murmura Valérie, les yeux embués de larmes. Je ne sais pas si c'est réel ou si je suis en train de rêver. C'est bien réel, l'assurai-je. Pourquoi ne pas passer à mon bureau demain? Nous pourrons discuter des détails, du salaire, des avantages, de tout. Sans pression. Si cela ne convient pas à l'un de nous deux après notre discussion, nous en resterons là, sans rancune. Après le déjeuner, nous sommes retournés chercher Flopsy. Madame Laurent avait fait des miracles. L'oreille du lapin était solidement recousue, la couture déchirée soigneusement réparée. Manon serra le jouet contre sa poitrine avec une telle joie que même les yeux de Madame Laurent devinrent un peu humides. « Merci », me dit Manon alors que nous nous apprêtions à nous séparer. « Merci d'avoir aidé à réparer notre dernier cadeau de papa. » Puis elle me serra dans ses bras. Cette petite fille que je ne connaissais que depuis quelques heures, et quelque chose dans ma poitrine, qui était gelée depuis des années, commença à fondre. Je ramenai Valérie et les filles à leur petit appartement dans un quartier modeste qui avait connu des jours meilleurs. Au moment où elles sortaient, Valérie se tourna vers moi. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» demanda-t-elle. La vérité. J'y réfléchis. Parce que votre fille m'a demandé de l'aide. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai eu l'impression que je pouvais réellement faire une différence dans la vie de quelqu'un. Pas en signant un chèque ou en faisant un don, mais en étant simplement là, présent. Peut-être que j'avais autant besoin de ça que vous aviez besoin d'aide. Valérie vint à mon bureau le lendemain, et nous avons parlé pendant 2 heures. Elle commença à travailler pour moi la semaine suivante. Il s'avéra quel était exactement ce dont mon entreprise avait besoin. Elle apporta de l'organisation dans mon chaos, de la chaleur dans mon environnement de bureau stérile, et une perspective qui me manquait. Mais plus encore, elle et ses filles ramenèrent dans ma vie quelque chose que j'avais perdu, un lien, un but au-delà de la simple accumulation de richesses. Manon et Chloé venaient parfois au bureau après l'école. Elles faisaient leurs devoirs sur la table de conférence ou réalisaient des dessins que Valérie épinglait sur un tableau d'affichage. J'ai commencé à appeler mes propres fils plus souvent, à leur parler réellement de leur vie au lieu de simplement échanger des banalités. J'ai pris l'avion pour leur rendre visite, j'ai rencontré mes petits-enfants que je connaissais à peine. J'ai commencé à reconstruire ces relations que j'avais laissées s'atrophier. C'était il y a 3 ans. Valérie travaille toujours pour moi, bien que son titre soit maintenant directrice des opérations, car son rôle a grandi en même temps que l'entreprise. Elle et les filles ont déménagé dans un meilleur appartement, puis finalement dans une petite maison en Provence. Manon a 9 ans maintenant, et Chloé en a 6. Flopsy est toujours assis sur le lit de Manon. Un rappel de son père, et du jour où un étranger dans un bistrot a décidé de l'aider. Je ne raconte pas cette histoire pour me présenter comme une sorte de héros. Je n'en suis pas un. Je suis juste un homme qui a eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, et à qui une petite fille a rappelé que les choses les plus importantes dans la vie ne se trouvent pas dans les bilans financiers ou les contrats commerciaux. Elles se trouvent dans de petits moments de connexion, dans le choix d'aider quand on a besoin d'aide, dans le fait d'être présent pour les gens qui nous entourent. Parfois, je repense à cette matinée et à la facilité avec laquelle tout aurait pu être différent. J'aurais pu dire non à Manon, que j'étais trop occupé, que son jouet cassé n'était pas mon problème. J'aurais pu retourner à ma tablette, à mon café et à ma vie isolée, et je serais passé à côté de l'un des plus grands cadeaux que j'ai jamais reçus, le rappel que nous sommes tous connectés, que nous avons tous besoin les uns des autres, et que parfois, la personne que nous aidons le plus, c'est nous-mêmes. Les mots de Manon ce jour-là ont tout changé. C'était notre dernier cadeau de papa. Elle ne me demandait pas seulement de réparer un jouet. Elle me demandait de l'aider à préserver un souvenir, à honorer un amour qui perdurait même après la perte. Elle me demandait de m'impliquer.
Et je suis si reconnaissant d'avoir finalement dit oui. Aujourd'hui, je réussis toujours dans les affaires. J'ai toujours ma belle maison de campagne et ma vie confortable. Mais maintenant, j'ai aussi Valérie et ses filles qui font partie de ma famille élargie. Je dîne régulièrement avec elles, j'assiste aux pièces de théâtre de l'école et aux matchs de football. J'ai même appris à Manon à jouer aux échecs, et elle devient assez douée. Le mois dernier, à la date anniversaire de la mort de Stéphane, nous sommes allés tous ensemble au parc commémoratif où son nom est gravé avec ceux des autres pompiers morts en service. Manon tenait Flopsy, un peu usée à nouveau mais toujours intacte, et a raconté à son père l'histoire de l'homme gentil qui avait aidé à réparer son dernier cadeau. Je crois que c'est papa qui t'a envoyé à nous ce jour-là, m'a-t-elle dit en me tenant la main. Je crois qu'il savait qu'on avait besoin d'aide, et il nous a envoyé un ange en costume chic. Je ne suis pas un ange, loin de là. Mais c'est peut-être ça, le plus important. Nous n'avons pas besoin d'être des anges pour faire une différence. Nous devons juste être prêts à faire une pause, à écouter, à nous soucier des autres. Nous devons être prêts à dire oui quand un enfant demande de l'aide. Même si ce n'est pas pratique, même si ça ne rentre pas dans notre emploi du temps, même si cela signifie sortir de notre bulle de confort. Car on ne sait jamais quand un jouet cassé et la demande d'une petite fille pourrait changer votre vie entière. Et je peux dire honnêtement que ce mardi matin pluvieux de novembre, quand Manon s'est approchée de ma table au bistrot du coin, elle ne m'a pas seulement demandé de réparer son jouet. Elle m'a demandé de me réparer moi-même. De me souvenir de ce que cela signifiait d'être humain, d'être connecté, d'être vivant d'une manière qui compte. Et d'une manière ou d'une autre, par le simple fait de dire oui, j'ai réussi.